Fermez les yeux. Votre cœur vient de s'arrêter. Le monde se tait, chaque son s'efface. Une force vous soulève au-dessus de votre corps. L'obscurité s'étire, puis un tunnel surgit, ponctué de lueurs vacillantes, vous aspirant vers une lumière douce, enveloppante. Vous avancez, guidé par ce tiraillement silencieux, jusqu'à ce que la clarté vous englobe. En un éclair, les instants marquants de votre vie jaillissent. Joie fulgurante, regrets murmurés, éclats d'amour. Pour beaucoup, cette scène promet qu'une part de nous continue au-delà du dernier battement. D'autres y voient un prodige de la conscience. Plongeons ensemble dans cet entre-deux-mondes, ces récits bouleversants partagés par des milliers de rescapés d'arrêt cardiaque, de coma profond ou de trauma extrême dépassent la simple anecdote. Pour saisir la portée de ces récits, il faut d'abord les nommer. Les chercheurs parlent d'expériences de mort imminente. 5 tableaux reviennent sans cesse. Décorporation, tunnel, lumière, rencontre, revue de vie. Nous les vivrons de l'intérieur dans la section suivante. Commençons d'abord par un saut dans le temps pour comprendre comment ces histoires ont quitté l'anecdote pour rejoindre la recherche clinique. « 1961, Londres, Royaume-Uni. Le parapsychologue britannique Robert Crookall recueille 300 récits et publie The Supreme Adventure, premier inventaire moderne des EMI. 1975, Géorgie. Le médecin Raymond A. Moody forge le terme Near-Death Experience dans Life After Life et popularise les 5 images récurrentes. Dans les années 80, à l'université du Connecticut, le psychologue américain Kenneth Ring crée la première échelle de notation clinique. En Virginie, le psychiatre Bruce Greyson affine son échelle à 16 items. 1989, Londres. Le British Medical Journal décrit des visions de tunnels et de lumière durant de simples syncopes. Entre 1988 et 1992, aux Pays-Bas, le cardiologue Pim van Lommel suit 344 rescapés d'arrêt cardiaque. Son étude est publiée dans The Lancet. 2013, Université du Michigan. Le neurobiologiste Jimo Borjigin expérimente sur les rats et observe l'activité cérébrale après un arrêt cardiaque. 2014, le protocole multicentrique Aware installe des électrodes et des images secrètes au-dessus des tables de réanimation pour tester si la conscience peut vraiment planer. Aujourd'hui, des centaines de podcasts, documentaires Netflix et forums en ligne disséminent ces récits à travers le monde. Dans les labos, neuroscientifiques, psychologues et cliniciens joignent force pour démêler l'émotion du mesurable. Quelles que soient nos convictions, cette chronologie montre que la question de la conscience au seuil de la mort traverse 6 décennies, 3 continents et plusieurs disciplines scientifiques. Quittons l'histoire pour plonger au cœur des 5 tableaux qui composent le voyage intérieur d'une EMI. Vous voilà sur le fil ténu qui sépare ici-bas de l'inconnu. Ceux qui reviennent de ce seuil ne parlent jamais d'un simple trou noir. Leurs souvenirs défilent comme les plans d'un film. 5 tableaux que la science décrit depuis plus de 40 ans, mais dont l'ordre change d'un récit à l'autre. Tableau 1, décorporation. Vu du plafond, l'expérienceur entend les alarmes, voit l'équipe s'affairer. Dans la célèbre étude néerlandaise parue dans The Lancet, 12% des 344 rescapés d'arrêt cardiaque rapportent cette sortie du corps. Dans les enquêtes menées plus tard, le chiffre grimpe parfois à 71%, comme si l'esprit, libéré de ses amarres, prenait le temps d'un dernier regard. Tableau 2, tunnel. Un corridor d'ombre se resserre, se courbe, aspire. 31% des témoins prospectifs décrivent cette traversée, un taux qui frôle 40% dans certaines études anglo-saxonnes. La vitesse s'accélère, le pouls du tunnel suit celui du cœur jusqu'à l'éclosion d'une lueur. Tableau 3, lumière. Aucun soleil ne l'égale. Douce mais bouleversante, elle enveloppe 14% des patients suivis en temps réel. Dans les récits collectés des années plus tard, elle apparaît chez une personne sur 2. Beaucoup évoquent un amour total, une connaissance immédiate, comme si la lumière était vivante. Tableau 4, rencontre.
Dans ce halo, des silhouettes surgissent. Une grand-mère disparue, un guide lumineux ou la simple certitude d'une présence bienveillante. Les relevés cliniques mentionnent 32% de rencontres de ce type, souvent ponctuées d'une phrase « ce n'est pas encore ton heure ». Tableau 5, revue de vie. La vie entière se déroule d'un seul coup. Chaque souvenance, chaque émotion ressurgit comme si le temps se refermait sur lui-même. Dans l'étude néerlandaise, 13% des patients vivent ce panorama. Les analyses rétrospectives en trouvent près du triple. Le psychiatre Bruce Greyson en fera l'un des critères clés de son échelle, preuve de l'étrange universalité de cet instant récapitulatif. Kenneth Ring l'avait pressenti dès 1980. Ces 5 tableaux tissent un voyage qui transcende culture et religion. Pourtant, rien n'est figé. Parfois, la décorporation manque, la lumière précède le tunnel, ou la revue de vie surgit avant le corridor. Croyance, profondeur du coma, personnalité mêlent les cartes sans jamais déchirer la trame. Ce que la science mesure, c'est la constance des éléments. Ce que les expérienceurs vivent, c'est un voyage unique dont la partition se réécrit à chaque battement manqué. Et si ces variations étaient la signature d'une conscience qui persiste, s'adapte, continue de tisser du sens quand tout semble s'arrêter. Pourquoi tant de chercheurs, soignants et survivants défendent-ils l'idée d'une conscience après la mort clinique ? Explorons les preuves qui nourrissent cette conviction. Aux Pays-Bas, l'étude de Pim van Lommel sur les 344 patients réanimés parle de 62 témoignages d'EMI complète. 41 décrivent le bloc opératoire vu du plafond, alors que l'EEG reste plat. 8 ans plus tard, les récits sont identiques détail pour détail. À l'Université de Virginie, l'échelle créée par Bruce Greyson se compose de 16 questions mesurant décorporation, tunnel, lumière, rencontre, revue de vie. Fiabilité test-retest 0,83. De Tokyo à Rio, les scores convergent, dessinant une expérience qui transcende culture et croyance. En 2008, tournant médiatique. Le neurochirurgien américain Eben Alexander sombre dans un coma dû à une méningite à Harvard. À son réveil, le neurochirurgien décrit un royaume plus réel que la réalité. Dans Proof of Heaven, il affirme qu'aucune activité corticale résiduelle n'aurait pu créer ce rêve. Pour le grand public, la survie de la conscience prend le visage d'un homme de science. Au-delà des laboratoires, un terrain s'anime. Une femme cite la marque gravée au dos d'un défibrillateur qu'elle n'a jamais vu. Un homme décrit la couleur des lacets d'un chirurgien situé derrière sa tête. Depuis 1982, l'IANDS archive des milliers de récits. Plus ils s'empilent, plus leurs motifs se répètent comme si une partition préexistait dans l'ombre. Mais la preuve la plus éloquente n'est peut-être pas technique. Elle se lit dans les yeux de ceux et celles qui reviennent. La peur de la mort s'efface, un désir de servir l'autre s'éveille, parfois un virage de carrière radical. Raymond Moody, dès 1975, le notait. Van Lommel le confirme sur 8 ans de suivi. L'expérience transforme durablement. Et si la conscience survivait, ne laisserait-elle pas justement cette coulée d'altruisme derrière elle ? Voix charismatique, relais populaire. En France, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste réanimateur, rassemble des groupes d'hypnose pour contacter les disparus. En Caroline du Sud, Raymond Moody et Eben Alexander animent des retraites Opening Heaven's Door. Toujours aux États-Unis, l'ingénieur audio Robert Monroe fonde le Monroe Institute et enseigne les OBE au rythme des pulsations EmiSync. En Méditerranée, des croisières Afterlife Explorer promettent l'au-delà entre deux buffets. Qu'on y voit commerce ou partage, tous ces rendez-vous affirment la même conviction. La mort n'éteint pas la conscience, elle la fait voyager. Ils sont innombrables, ces récits aux confins de la conscience qui semblent confirmer l'existence d'un ailleurs. Jusqu'ici, rien ne semble entamer la certitude de ceux qui ont vu la lumière. Pourtant, toute certitude appelle le doute. Comment la mémoire façonne-t-elle ces récits ? Quel rôle jouent attentes et émotions ? Nos souvenirs reflètent-ils vraiment la réalité ou la réinventent-ils ? Premier filtre, le biais de confirmation. Concept formalisé par le psychologue cognitif Ray Nicholson en 1998.
Nous privilégions ce qui conforte nos convictions et négligeons le reste. Dans une salle de réanimation, un récit spectaculaire circule plus vite qu'un souvenir banal. Chaque témoin l'entend, s'en souvient, le raconte, jusqu'à devenir la version officielle. Autre filtre, l'effet d'attente, aussi appelé effet Pygmalion, révélé en 1968 par les psychologues de l'éducation Rosenthal et Jacobson. Un simple sourire modifie les performances d'un élève. Au chevet d'un rescapé, le timbre d'une question peut encourager un récit lumineux. S'ajoute l'heuristique de disponibilité. En 1973, les pionniers des sciences du jugement Daniel Kahneman et Amos Tversky montrent que nous jugeons la fréquence d'un événement à la vivacité du souvenir. Quelques EMI saisissantes, relayées sur les ondes, donnent l'impression d'une avalanche, alors que des milliers de réanimations demeurent silencieuses. Enfin, la mémoire ne se contente pas de filtrer, elle reconstruit. Elizabeth Loftus, psychologue spécialiste du faux souvenir, montre en 1974 que remplacer le verbe heurter par percuter suffit à doubler la vitesse estimée d'un accident automobile et à créer l'illusion d'un pare-brise brisé qui n'existait pas. 20 ans plus tard, avec Jacqueline Pickrell, elle implante chez 25% des volontaires le faux souvenir de s'être perdu enfant dans un centre commercial, détails sensoriels compris. Les recherches s'affinent. En 2005, Marianne Geary montre qu'imaginer plusieurs fois un événement suffit à en augmenter la vraisemblance. En 2015, les criminologues de Vancouver, Julia Shaw et Stephen Porter, conduisent 62% des participants à se souvenir d'un vol jamais commis. Si un protocole de laboratoire forge un faux crime, imaginez la puissance d'un arrêt cardiaque, d'un service saturé, d'une famille en larmes. L'émotion grave plus profondément les souvenirs. Les neurobiologistes Lerica Hale et James Mago montrent que l'adrénaline sculpte la mémoire de la peur ou de la joie. Un témoignage d'EMI, si vibrant soit-il, se consolide à la manière d'une légende intime. Chaque rappel le polit, parfois l'embellit. Cela ne signifie pas que les expérienceurs mentent, leur sincérité est souvent bouleversante. Mais la sincérité n'est pas une caméra. C'est le reflet d'un cerveau qui interprète, reconstruit, comble les vides avec ce qui lui paraît cohérent, surtout lorsque la frontière vie-mort se brouille. Ces filtres et reconstructions posent un défi. Pour étudier les EMI en toute objectivité, on utilise le protocole en double aveugle. Ni le patient ni l'enquêteur ne savent qui appartient au groupe EMI avec arrêt cardiaque ou au groupe contrôle sans arrêt. D'abord, on répartit chaque participant par tirage au sort. Cela équilibre automatiquement l'âge, le sexe, les traitements et les comorbidités entre les groupes, éliminant tout biais lié à la sélection. Puis, on suit un script préenregistré pour poser les mêmes questions, dans le même ordre, avec la même voix. Ainsi, aucune inflexion ou hésitation ne peut influencer la réponse du témoin. Chaque entretien est capté en continu puis anonymisé. Visage flouté, voix transposée, nom et lieu supprimés, l'analyste ne voit qu'un code alphanumérique et le texte brut. Plusieurs évaluateurs indépendants utilisent une même grille de notation pour repérer décorporation, tunnel, lumière, rencontre et revue de vie. Lorsque leurs notations concordent, l'indice de fiabilité kappa dépasse 0,85, preuve d'une cohérence solide. Enfin, avant même la première question, on définit les tests statistiques et les seuils de signification. Impossible de revenir en arrière pour trouver un résultat. Dans l'étude multicentrique AWARE, ce protocole a été mis en place dans 15 hôpitaux. Les observations validées sont rares, mais l'essentiel est la démonstration qu'on peut tester rigoureusement l'invisible, étape par étape. Imposer un tel protocole coûte cher. Caméra stérile, serveur dédié, enquêteur formé, psychologue présent à chaque étape. Le défi est humain. Face à un patient tremblant, un script trop mécanique paraît sans âme. Le consentement doit rester une porte ouverte, les données sous clé chiffrées. Pourtant, ce parcours méthodologique est la seule voie pour démêler l'inconnu. Il n'éteint pas la magie des récits,
Il leur offre un miroir sans teint où la lumière, si elle existe, pourra se refléter sans phare. Car sonder la conscience, c'est accepter que le merveilleux et le mesurable s'épousent dans une même quête. Maintenant que le cadre est posé, la question résonne. Que se passe-t-il dans le cerveau lorsque la vie vacille? Que raconte l'orchestre de 100 milliards de neurones quand l'oxygène se fait rare? Entrons dans la machinerie intime du cerveau, là où l'électricité et la chimie pourraient écrire ce voyage au seuil de la vie. Imaginez une mégalopole soudain privée d'électricité. Durant quelques secondes, les générateurs de secours projettent toutes les lumières. En 2013, le neurobiologiste de l'université du Michigan, Jimo Borjigin, relie des rats à des électrodes et voit 10 secondes après l'arrêt cardiaque une vague d'ondes gamma balayer le cortex. Un feu d'artifice silencieux que l'on surnomme sursaut terminal. Chez l'humain, cette déferlante pourrait tracer le premier coup de pinceau du tunnel lumineux. Quand le cœur s'essouffle, le dioxyde de carbone grimpe, l'acidité gagne le sang, c'est l'hypercarbie. En 2010, un urgentiste observe que les rescapés les plus hypercarbiques décrivent davantage de formes géométriques et de distorsions temporelles. Comme si, privé d'air frais, le cerveau hallucinait pour maintenir le fil de la réalité. Au cœur de la tourmente, certains parlent d'une paix absolue. Ça pourrait être l'œuvre des endorphines, la pharmacie interne du cerveau. En 1981, l'anesthésiste Daniel Carr suggère qu'en cas de douleur extrême, le corps libère un torrent d'opiacés naturels. Il se fixe au récepteur, anesthésie la souffrance, plonge la conscience dans une euphorie qui se confond avec l'amour inconditionnel décrit par tant d'expérienceurs. Une autre piste mène au récepteur NMDA, porte laissant passer le glutamate. La kétamine anesthésique puissant les bloque. Sous son effet, les patients vivent à sortie de corps, altération du temps, vision de lumière. En 1997, le psychiatre Carl Jensen rapproche systématiquement ses récits de ceux des EMI. Peut-être qu'au seuil de la mort, une molécule endogène, la DMT, ou une cascade encore inconnue, mine ce verrouillage et libère l'esprit. Et si notre GPS interne se déréglait? À la jonction du lobe pariétal et du lobe temporal se niche le gyrus angulaire. Il combine vision, proprioception et équilibre pour nous dire « tu es ici ». En 2002, le neurologue Olaf Blenk stimule cette zone. Sa patiente se voit flotter au plafond et décrit la salle sous un angle impossible. Une OBE reproduite sur commande. Hypoxie, hypercarbie, endorphine, récepteur NMDA, gyrus angulaire, chaque piste éclaire un fragment du mystère. Mais l'EMI ressemble moins à une cause unique qu'à une recette complexe. Un mélange précis d'oxygène en berne, de CO2 qui grimpe, de neuro-opiacés qui inondent, de circuits spatiaux qui lâchent. C'est la vision du projet EWARE2, EEG, IRMF et questionnaire synchronisé pour cartographier en temps réel la symphonie biologique et culturelle du seuil. Vu de l'extérieur, le cerveau paraît capable d'écrire à lui seul un scénario suffisant. Comprendre les expériences de mort imminente n'est pas qu'une quête philosophique. Chaque découverte façonne déjà des outils pour tester, soigner et accompagner. Voyons comment la science, la technologie et l'éthique tressent ensemble un futur concret. Premier chantier, reproduire sans danger les conditions extrêmes. 2021, Bangalore. 25 volontaires inspirent un air appauvri à 9% d'oxygène sous électrode et oxymètre. Certains décrivent un ralenti du temps, des halos colorés. Le groupe témoin, respirant l'air ambiant, reste sans vision. Derrière la vitre teintée, 2 ordinateurs enregistrent EEG et FNIRS. Un œil sur l'électricité, l'autre sur l'oxygénation corticale. Dans la même séance, une seringue prélève quelques millilitres de sang. Le laboratoire dose les endorphines. Plus elle monte, plus le participant décrit une paix ineffable. Clin d'œil aux hypothèses de l'anesthésiste Daniel Carr.
La réalité virtuelle, elle, transforme ses trouvailles en expériences immersives. 2018 Oxford. Un casque de réalité virtuelle place un patient palliatif dans un corridor sombre débouchant sur une lueur dorée. Son rythme cardiaque chute, son anxiété aussi. 10 minutes d'immersion abaisse de 2 points l'échelle de douleur. Derrière la façade du pixel, un outil apaisant se dessine. D'autres préfèrent parler au cerveau directement. Sur le front, 2 électrodes diffusent un courant de 2 mA. Sous le crâne, le cortex préfrontal se détend. 2019, une équipe brésilienne montre que 5 séances de TDCS réduisent notablement l'anxiété d'un trouble généralisé. Demain, une stimulation douce de la jonction temporopariétale pourrait-elle dissiper l'impression de sortie du corps ? Les récits s'accumulent par milliers. Un algorithme compare chaque mot, chaque métaphore, et conclut que la grammaire d'une EMI se rapproche plus du langage produit sous kétamine que d'aucune autre substance. Première preuve statistique qu'un verrou NMDA pourrait bien cacher la clé du tunnel lumineux. Ces avancées exigent un cadre solide. Les lignes directrices du CIOMS stipulent que le consentement doit se renouveler à chaque étape, que l'expérienceur peut se retirer sans justification et que son récit lui appartient. Depuis peu, les groupes de vécu siègent au comité d'éthique, veillant à ce que la recherche respecte le miracle autant que la mesure. Mais la fascination attire parfois la marchandise. 2024, la Miviludes pointe 3 signaux d'alerte dans certains événements. Tarifs élevés, confusion entre science et spiritualité, usage du titre docteur comme passe-partout. Séquence numéro 1, salle d'hôtel au volet tiré. Atelier de transcommunication hypnotique du docteur Jean-Jacques Charbonnier. 45 personnes alignées sur des transats. 4 heures de séance, 113 € la place. Au premier rang, Tom, 7 ans, serre son doudou. Le docteur compte 3, 2, 1. Rejoignez ceux que vous aimez. Tom croit voir sa sœur morte née. La salle retient son souffle, puis applaudit, bouleversée. Pourquoi est-ce un problème ? Aucun pédopsychiatre n'a été consulté avant de faire participer un mineur endeuillé. Aucun suivi psychologique n'est prévu après atelier, laissant l'enfant seul face à un souvenir qui pourrait se transformer en faux récit douloureux. Séquence numéro 2, retraite Opening Heavens Door, Côte de Caroline du Sud. Raymond Moody et Eben Alexander, respectivement médecins philosophes et neurochirurgiens, animent 3 jours de retraite Opening Heavens Door. Pour près de 500 $. Encadrement médical minimal, promesse d'ouvrir le ciel. Pourquoi est-ce un problème ? Aucun monitoring médical continu, aucune validation scientifique externe. La forte charge émotionnelle et le prix élevé peuvent créer une forme de pression à vivre quelque chose pour justifier l'investissement. Séquence numéro 3, stage au Munu Institute. Sur les Blue Ridge Mountains, le Munu Institute, né d'une invention audio, facture 2800 $ la semaine pour provoquer des sorties de corps au son des pulsations EmiSync. CD et stages avancés attendent à la sortie. Pourquoi est-ce un problème ? Aucune étude indépendante n'a confirmé l'efficacité des sons EmiSync. L'argument d'autorité et la vente immédiate de stages avancés entretiennent une dépendance financière progressive. Séquence numéro 4, croisière Afterlife Explorer en Méditerranée. 8 jours entre 1300 et 2000 €. Entre 2 escales, cercle de médiumnité, nous établirons un pont d'amour avec vos disparus, promet l'animateur micro en main. Huis clos émotionnel, aucun psychologue conventionné n'est garanti en cas de crise. Pourquoi est-ce un problème ? Le huis clos émotionnel d'une croisière rend le public captif. Sans professionnel de santé mentale à bord, une crise d'angoisse ou de deuil non anticipé peut rester sans prise en charge qualifiée. Pour contrer ces dérives, l'IANDS édite des fiches cliniques destinées aux services de soins intensifs. Écoutez sans juger, proposer un suivi psychologique, éviter de qualifier trop vite l'expérience d'hallucination. Chaque fiche se termine par un QR code menant à un réseau de psychologues formés. À Lyon, un module de réalité virtuelle place les soignants dans la peau d'un expérienceur. Casque sur les yeux, tunnel, lumière, ralentissement cardiaque. 10 minutes plus tard, l'empathie grimpe, le cortisol salivaire chute. Un prototype d'accompagnement se profile.
Sur nos téléphones, une application gratuite interroge « Que savez-vous de la mémoire ?» puis propose un quiz, des micro-vidéos sur les biais cognitifs et un espace de témoignage modéré par les chercheurs. En 6 mois, plus de 50 000 téléchargements. La pensée critique peut, elle aussi, devenir virale. Ainsi, la recherche sur les EMI sème déjà des graines tangibles. Protocole de laboratoire, casque immersif, électrodes douces, guide éthique. Chacune rapproche l'invisible du mesurable sans éteindre la part de mystère qui nourrit l'émerveillement. Le voyage touche à sa fin. Nous avons traversé récits poignants, protocoles exigeants, hypothèses biologiques et perspectives concrètes. Il est temps de refermer ce carnet de bord et de regarder le chemin parcouru. D'abord demeurent les voix de celles et ceux qui ont franchi la frontière. Des corporations, tunnels, lumières se répètent avec une force qui défie les années. Beaucoup disent ne plus craindre la mort, vivre désormais guidés par une quête de sens. Cette sincérité rappelle qu'une expérience intérieure peut transformer toute une vie. Vient ensuite la leçon de notre propre esprit. Mémoire malléable, biais de confirmation, effet d'attente. Les expériences montrent qu'un mot, une suggestion, un contexte émotionnel suffisent à ciseler un souvenir inédit. Reconnaître cette plasticité n'ôte rien à l'émotion des témoignages. Elle nous rappelle seulement que la vérité ressentie se tisse parfois de fils invisibles. Pour traverser ces mirages, la rigueur méthodologique reste notre compas. Script standardisé, anonymisation, double aveugle. Lorsque la conscience semble quitter le corps, seule une procédure sans faille peut dire si nous faisons face à un prodige ou à la poésie de la mémoire. Le protocole AWARE, en plaçant des images hors de portée, a prouvé que l'invisible peut se laisser mesurer à condition de lui tendre un miroir inaltérable. Quand la science sculpte le cerveau, elle découvre un orchestre capable de peindre tunnels et lumières. Hypoxie, hypercarbie, endorphine, récepteur NMDA, gyrus angulaire. Un bouquet neurochimique qui, combiné, suffit peut-être à expliquer l'extraordinaire. Enfin, la recherche n'est pas qu'une affaire de théorie. Elle inspire des protocoles d'hypoxie contrôlés, des casques de réalité virtuelle qui apaisent la douleur, des électrodes qui calment l'anxiété, des fiches cliniques qui donnent une voix aux expérienceurs sans les enfermer dans un diagnostic. Autant de graines bien réelles semées dans les couloirs des hôpitaux. Être sceptique, c'est accueillir la beauté des récits puis les interroger avec des outils qui révèlent nos illusions. Être ouvert, c'est admettre que la prochaine équation, la prochaine synchro EEG-IRMF ou la prochaine histoire murmurée au sortir d'un coma pourrait bousculer ce que nous croyons savoir. Entre ces deux pôles s'étend un espace fertile, celui d'une curiosité bienveillante. Continuez de questionner, de vérifier les sources, de confronter les idées. C'est ainsi que la connaissance progresse. Et si un jour on vous parle d'une lumière au bout d'un tunnel, souvenez-vous, le savoir lui aussi éclaire le chemin.